Donc, si Souheil va toujours dans un peu faire de l'esprit d'application de l'intelligence artificielle dans des domaines spécifiques, va nous parler des aspects financiers, un peu de la prédiction du risque crédit. Voilà. Oui, exactement. Voilà. Bonjour Monsieur Jawad, bonjour tout le monde. Je me présente. Je suis Bourtaï Souhaïl, je suis ingénieur d'État en statistique et économie appliquée. Et actuellement, je suis élève doctorant au sein de l'Université Hassan Ier pour le sujet de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la prédiction du risque de crédit. Je vais commencer déjà par une petite introduction sur le besoin que présente le monde bancaire et le monde financier en général d'utilisation de l'intelligence artificielle. Et par la suite, je vais passer sur certaines méthodes utilisées, en particulier certaines méthodes que j'ai déjà utilisées moi-même, que ce soit la régression avec l'imitation, ainsi que les random forex ou les forêts aléatoires, en définissant un peu l'intérêt de ces algorithmes et la manière de leur utilisation. Alors, pratiquement, les algorithmes de machine learning et de deep learning et en général, l'intelligence artificielle sont pratiquement utilisés dans tous les domaines qui présentent une grande disponibilité de data. Là où il y a un besoin de faire des décisions, un besoin de prédire ce qui va se passer dans le futur, on a une opportunité d'utiliser tout ce qui est intelligence artificielle. Pour le cas particulier du monde bancaire et du monde financier en général, c'est des décisions que les agents dans ces domaines ont besoin à prendre. Par exemple, accorder un crédit ou bien donner un scoring à une certaine entreprise pour savoir si cette entreprise va potentiellement rendre ce crédit. Ceci se fait aussi pour les personnes. Si quelqu'un demande un crédit, la banque a besoin de prédire déjà si cette personne est capable de rendre ce crédit et si oui, quel est le degré du risque. À cause de ces besoins particuliers, les agents métiers de ces domaines bancaires et financiers en général associent à l'utilisation de l'intelligence artificielle des termes comme l'éthique, la transparence et la connaissance et la lisibilité des processus. C'est des processus qui impactent la vie et la santé financière des entreprises et des personnes. Donc, il faut que ces processus soient lisibles, soient transparents, soient éthiques. D'ailleurs, on entend toujours l'association du terme black box au processus de machine learning parce qu'on donne des variables et on reçoit des résultats. Donc, les agents métiers ont vraiment un grand besoin d'être vulgarisés avec ces algorithmes pour comprendre comment ça marche et en comprenant comment ces algorithmes et ces processus de machine learning marchent, ils peuvent comprendre les résultats, les modifier selon le besoin. Alors, je vais commencer par la régression. En général, un modèle régressif, c'est un modèle qui essaye de prédire une variable dépendante, Y, à travers plusieurs variables X. Cette prédiction se fait à travers l'estimation des estimateurs de l'apport de chaque variable indépendante pour la variable dépendante Y, à travers une fonction de minimisation. Et pour la régression normale, on reçoit par la suite représentation matricielle, on reçoit un estimateur de moindre carré ordinaire. Certains problèmes sortent dans l'utilisation de la régression, car la régression peut être sujette de la collinéarité des variables. Si les variables indépendantes ont un lien entre eux, les prédictions ne seront pas correctes. De même, si la taille des variables est proche de la taille de l'échantillon, ce qui se passe beaucoup vraiment dans tout ce qui est monde financier, parce qu'il y a une multitude de variables utilisées. Et pour évaluer la qualité prédictive d'un modèle, on fait une décomposition biais-variance pour lorsqu'on ajoute un individu plus pour un individu Y étoile
pour prédire sa valeur qui est Y chapeau étoile dans ce cas. L'espérance de ces prédictions se répartit en rho carré, le biais au carré et la variance. Le rho carré, c'est la variance c'est une variance qui est imprédictible, c'est la variance de la variable Y dépendante. Pour avoir un bon modèle prédictif, il va falloir minimiser cette espérance en ayant un équilibre entre le biais et la variance. L'un des moyens les plus utilisés, c'est la régularisation, qui est l'acceptation d'une augmentation du biais pour une réduction plus proportionnelle de la variance. Donc, on accepte une légère augmentation du biais pour diminuer la variance de manière plus que proportionnelle et ainsi améliorer la qualité prédictive du modèle. La régularisation est aussi un bon moyen pour tout ce qui est problème de collinéarité et de dimensionnalité. Il existe plusieurs méthodes de régularisation. Et la régularisation en particulier, c'est le fait d'imposer des contraintes sur les paramètres estimés de la régression. Puisqu'en donnant ces limites, ça nous permet de diminuer cette espérance et par la suite augmenter la qualité prédictive du modèle. Les extensions de la régression classique qui permet cette régularisation sont en particulier, et les plus connues, les plus utilisées surtout dans le domaine financier, la régression Ridge, la régression Lasso et la régression nette qui est une combinaison de ces deux régressions. Alors, je vais commencer par la régression Ridge. C'est une régression qui essaye de minimiser l'erreur de prédiction sous une contrainte sur les estimateurs. Cette contrainte s'appelle brièvement une contrainte L2. Donc, on impose une contrainte sur ces prédicteurs, ce qui nous permet d'améliorer la qualité prédictive du modèle. On peut combiner la fonction de minimisation avec la contrainte de cette manière. Le lambda et le mu sont équivalentes, donc en augmentant le mu, donc une contrainte plus grande sur les estimateurs va induire que le lambda est plus grand dans la fonction de minimisation. La régression Lasso, elle est similaire à la régression Ridge, mais il utilise un autre type de contrainte qui est une contrainte sur la valeur absolue des estimateurs. De manière équivalente, le lambda et le mu sont équivalents. Et on peut combiner la fonction de minimisation avec la contrainte sur un seul problème de minimisation. Lasso présente un avantage par rapport au Ridge qui est la possibilité d'annuler certains estimateurs. Ça veut dire qu'au fur et à mesure de l'implémentation de cette minimisation, on peut décider qu'un certain paramètre est égal à 0. Et lorsque le paramètre est égal à 0, alors la variable elle ne contribue pas ou bien elle ne contribue pas d'une bonne façon à la prédiction de la variable dépendante qui est le Y. La régression élastique, c'est une combinaison des deux méthodes, de la méthode Lasso et de la méthode Ridge. Et on peut l'écrire sur une seule fonction de minimisation. Comme vous pouvez voir, en mettant le lambda 2 égal à 0, on se retrouve avec la régression Lasso, alors que lorsque le paramètre lambda 1 est égal à 0, on se retrouve avec la méthode Ridge. L'utilisation de ces deux méthodes à la fois permet de gagner en avantage, car on gagne les avantages du Ridge et de Lasso. Et en réécrivant cette méthode pour avoir un seul lambda et ajouter un alpha, le alpha on peut contrôler le alpha pour donner de l'importance plus soit au Ridge, soit au Lasso, et ce selon le besoin de prédiction et selon les spécificités de la data utilisée. Il faut aussi noter que la méthode Lasso nécessite que
que les données, ça veut dire les variables dépendantes et éventuellement même la variable dépendante doivent être centrées et réduites pour que l'assaut fonctionne. Je passe maintenant aux méthodes de machine learning random forest. Le random forest, comme vous le savez, peut être utilisé soit pour la classification, soit pour la prédiction. Les forêts aléatoires font partie des techniques du machine learning qui sont très utilisées et qui sont très vulgarisées. L'un des avantages principaux, c'est que les arbres aléatoires et éventuellement les forêts aléatoires sont simples à utiliser. Ils sont très clairs, ils ne nécessitent pas de conditions. Donc, ils sont très simples à utiliser. Pour comprendre les forêts aléatoires, il faut déjà comprendre les arbres de décision. Chaque arbre elle est construite sur un ensemble de données en fonction de la valeur d'une caractéristique d'entrée. Les caractéristiques d'entrée sont les variables qu'on a. Ces variables peuvent être, si ces variables sont des variables qui sont qualitatives, alors ça serait les catégories de cette variable qui vont faire les splits sur les nœuds, comme je vais montrer sur l'exemple prochain. Alors que si c'est une variable quantitative, eh ben le trait du nœud, ça va être un seuil particulier sur la variable. Comme vous le voyez sur cet exemple, on commence par le grand nœud qui contient toute la population. Et puis, on fait des splits selon une ou plusieurs variables. Par exemple, ici, la variable qui est petal length, c'est une variable qui est quantitative. Donc, le critère pour séparer la population est un seuil sur cette variable qui est dans ce cas 2,5. Les arbres de décision, parmi leurs inconvénients, c'est que en cas d'utilisation d'une base de données qui peut s'intégrer dans le big data, où il y a beaucoup de variables et beaucoup d'individus, ça marche plus avec les forêts parce que ce serait une forêt avec beaucoup de nœuds et ben, ce serait beaucoup plus difficile à interpréter et à implémenter. C'est dans ce sens qu'on a commencé à utiliser le bagging, le bootstrap aggregation, qui s'articule sur le principe de faire coopérer plusieurs arbres aléatoires. Ces arbres aléatoires sont par la suite implémentés sur plusieurs échantillons de la base de données. Donc, chaque arbre elle est implémenté à travers cet échantillon. Et puis, on fait passer la variable qu'on veut soit classer, soit prédire sur toutes ces variables. Et on fait une agrégation des données utilisées pour chaque des données reçues de chaque arbre. Donc, surtout sur le domaine financier et bancaire, il y a généralement une utilisation d'une moyenne des résultats qu'on reçoit de tous les arbres. Un bagging efficace nécessite des arbres qui seront profondes, ça veut dire où il y a plusieurs de nœuds et qui sont différents l'une de l'autre. Ce qui peut s'avérer des fois difficile en utilisant toutes les variables. C'est pour ça qu'on a introduit les forêts aléatoires qui introduisent une perturbation par rapport au bagging. Parce que dans une première étape pour les forêts aléatoires, on divise la population principale en plusieurs sous-populations ou bien échantillons, qu'on peut le noter par exemple B. Et pour chaque échantillon, pour construire une arbre sur cet échantillon, on n'utilise pas tous les variables, mais seulement P variables parmi tous les variables, ce qui permet de diversifier plus les arbres aléatoires et ainsi avoir des résultats de prédiction ou bien de classification qui sont beaucoup plus pertinentes.
Bien évidemment, il y a aussi une utilisation d'autres algorithmes comme le gradient boosting machine et comme le neural network. Malheureusement, j'ai pas eu de formation en neural network, donc je suis dans le processus d'auto-formation sur ce domaine euh, pour, euh, pour savoir comment vraiment l'utiliser. Donc, c'est pour cela que je ne l'ai pas présenté sur cette présentation. Les experts sur le domaine financier, sur tout ce qui est fintech et sur le domaine bancaire conseillent d'utiliser plusieurs modèles à la fois. Ça veut dire ne pas décider sur un seul modèle et l'utiliser pour la prédiction. Et par la suite, ces modèles, comparer la performance de ces modèles à travers des critères. Il y a par exemple le critère Gini qui est un critère aussi utilisé pour les arbres aléatoires et les forêts aléatoires. Il y a d'autres critères comme la RMSI et l'AIC à utiliser. C'est des critères principalement probabilistes et des fois qui sont utilisés pour comparer des modèles différents pour savoir quel modèle à choisir. Car quand on est sur les critères standards comme le R carré, n'est pas toujours faisable, surtout lorsque les algorithmes sont trop différents. Et donc, en utilisant ces critères, on se permet de comparer ces algorithmes et de choisir quel algorithme le mieux adapté à la problématique qu'on a. Merci pour votre écoute et j'attends vos questions. Juste en matière de documentation, le document que j'ai utilisé vraiment et qui m'a beaucoup aidé, c'est un document que M. Jawad a partagé avec moi, qui est ce document, qui est le Credit Risk Analysis Using Machine Learning and Deep Learning Models. C'est un document de l'Université de Sorbonne où ils ont essayé d'utiliser plusieurs modèles et de les comparer, soit des modèles de neural network ou bien des modèles de régression classique pour voir quel modèle est le mieux adapté à la base qu'ils ont utilisée et pour aussi montrer l'importance et le gain d'utilisation de plusieurs modèles en même temps. Merci pour votre patience et si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre. Merci Souhail. Merci à vous. C'est Hassan. Donc, bien sûr, oui, c'est Hassan. Donc, voilà, donc, par rapport à ce que a présenté Souhail, c'est bien sûr un petit peu ce qu'il a déjà acquis. Et l'objectif du sujet de doctorat, c'est d'aller piocher un petit peu dans les algorithmes de machine learning, d'intelligence artificielle, sous tous ces aspects, en particulier tout ce qui est prédictif, pour pouvoir améliorer ce qui se fait aujourd'hui en matière d'analyse de risque, de risque, en particulier les crédits. Voilà, donc c'est Hassan s'il y a des questions. Oui, c'est Jawad. Donc, c'est Souhail, merci pour votre exposé. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des questions de la part du public? Est-ce que je peux poser une question? Oui, c'est Mohamed Al-Omari. Merci, c'est Hassan, merci, c'est Jawad. Je remercie, je vous remercie pour cette invitation et pour l'exposé qui était très clair. J'aimerais bien savoir si c'est possible d'utiliser les mêmes techniques pour la gestion des portefeuilles. Oui, c'est aussi disponible, c'est aussi utilisable pour la gestion des portefeuilles. Moi, personnellement, j'ai déjà utilisé un modèle prédictif pour la prédiction des taux des portefeuilles OPCVM. Donc, les régressions et les régressions avec régularisation sont utilisables pour la gestion de portefeuille. D'accord, merci. Voilà, c'est Mohamed Choukran. Merci pour la question. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Zakaria Tabit. Oui, bien sûr. C'est Zakaria. Salam alaikum. Salam, Salam, c'est Souhail, ça va.
Ça va, بارك الله عليك لا frère. Alhamdulillah. Bon, merci pour cette présentation qui était très riche et pertinente. Et juste j'ai une question à propos du modèle qui est utilisé actuellement par les banques. Parce que moi, j'ai fait dans le cadre d'un challenge, j'ai fait, c'est-à-dire la modélisation de la probabilité de défaut. J'ai utilisé la régression Ridge, Random Forest, Netted Neuron, et j'ai fait une comparaison avec le modèle de Cox. J'ai fait une comparaison entre les modèles. Il n'y avait pas une grande différence entre les modèles, c'est-à-dire au niveau d'accuracy. Je veux savoir quel modèle est utilisé actuellement au niveau des banques. Merci pour ça. Les départements fintech des banques actuellement, à ce que je connais et ce qui est fait ailleurs en France et en États-Unis, c'est pas confidentiel, bien sûr. Oui, oui. Moi, je ne travaille pas personnellement pour une banque, mais je sais à travers mes recherches sur Internet et aussi à travers les articles qui sont publiés qu'en général, c'est similaire à ce que tu as fait. Il utilise plusieurs modèles en même temps. Et puis, il compare en même temps la qualité prédictive de ces modèles pour voir qui est le modèle le plus adapté parce que chaque base de données elle est différente de l'autre. Ça, c'est d'un point. D'autre part, les algorithmes de machine learning en général d'intelligence artificielle ne font pas de distinction entre les variables de sortie. Par exemple, pour un modèle qui est un modèle prédictif, le modèle sélectionne qui sont les variables les plus pertinentes. Mais on peut être dans le cas d'un modèle qui sélectionne des variables qui vont faire une formalisation de la personne ou bien de l'entreprise qui reçoit le crédit. Donc, il faut utiliser plusieurs modèles pour choisir par la suite la méthode la plus adaptée à la base de données, en même temps la méthode qui utilise les variables qui sont éthiques pour le métier bancaire. Parce que si, par exemple, le modèle sélectionne une variable qui présente une discrimination, soit de genre, soit de type d'entreprise, soit de secteur, il faut éliminer ce modèle prédictif et par la suite cette méthode pour utiliser une autre qui ne présente pas de discrimination. Ça marche, c'était très clair. Merci, Khay. Merci. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La réalité est que le domaine, un manque, c'est un petit peu ce qui pousse les chercheurs à utiliser du machine learning. C'est quelque chose de vraiment d'actualité et il est complexe aussi comme problématique. Donc, on cherche un petit peu les méthodes, les techniques efficaces, robustes pour pouvoir prédire ce genre de risque. C'est Jawad. Oui, c'est Hassan. Donc, concernant les modèles mathématiques présentés ici, la régression linéaire, oui. Est-ce qu'elle marche dans tous les cas? Normalement, si vous avez un nuage de points qui ne s'adapte pas à une régression linéaire, donc bien sûr, la réponse sera mauvaise. Exactement, oui. Voilà, donc, parce que parfois, on a besoin d'un autre modèle mathématique qui peut, par exemple, qui est une courbe. Mais j'imagine qu'il n'utilise pas uniquement la régression linéaire, parce que la régression linéaire, c'est la plus simple. Il y a d'autres types de régression, ou bien c'est pas ça? Bien sûr, bien sûr. J'ai utilisé la régression linéaire dans l'exemple seulement pour la simplicité d'explication. Mais en parlant de la régression, on parle que ce soit une régression logistique ou bien multinomiale, c'est aussi utilisable. Oui, c'est pour les modèles les plus évolués. Oui. Donc, je reviens à ma question. Donc, concernant donc ces modèles mathématiques, quel que soit régression linéaire ou autre, donc c'est cas par cas. Hein. Il n'y a pas un modèle qui marche partout. Exactement, oui. Donc, deuxièmement, j'ai vu que comme il s'agit d'un problème d'optimisation, donc normalement, vous avez introduit ici une pénalisation, n'est-ce pas?
Le lambda fois la norme L2 plus lambda 2 norme. la norme L1, par exemple. Et je sais mathématiquement que le choix des lambda est primordial pour la prédiction. Exactement. Et c'est le choix de lambda, on ne peut pas le choisir n'importe comment, parce que sinon on va s'éloigner donc de la prédiction. Exactement. Alors, en tout ce qui est choix des lambda, par exemple ici pour le modèle ElasticNet qui utilise une concaténation du modèle Ridge-Elasso, le choix par exemple ici du alpha, c'est un choix qui se fait selon le besoin. Ça veut dire est-ce qu'on veut un ElasticNet qui est plutôt Ridge ou bien qui est plutôt Lasso. Pour le choix du lambda, c'est généralement choisi à travers des algorithmes de bootstrapping. Ça veut dire des algorithmes où on utilise plusieurs échantillons avec des différents lambdas, par exemple 1000 ou bien 2000, pour choisir un lambda qui donne le résultat optimal. Donc, généralement, les lambdas sont calculés ou bien définis à travers des modèles de bootstrapping à l'intérieur du modèle de régression. Très bien. Mais je vous invite ici à regarder un peu le choix de lambda optimal, parce que vous avez un modèle qui est simple et il y a des travaux qui permettent de trouver un lambda optimal en fonction du spectre de la matrice de la régression linéaire, parce qu'il s'agit du moindre carré. Et on a une matrice, donc on va fabriquer une matrice transposée de A fois A. En utilisant le spectre de cette matrice-là, on pourra déduire donc des lambdas qui sont optimaux. D'accord? Un choix optimal de lambda, parce que c'est très intéressant de regarder le choix de lambda. On ne peut pas choisir n'importe quel lambda. Et la question, pourquoi les contraintes sur les bêta G? Cette contrainte-là, physiquement, sur le modèle SE, elle signifie quoi? Donc, choisir la norme inférieure ou égale à un taux, la norme 1 ou bien la norme 2. Alors, derrière ça. Oui. À ce que j'ai trouvé, l'intérêt de donner des contraintes sur les coefficients, c'est un double intérêt. Le premier intérêt, c'est que en donnant des contraintes sur les estimateurs, ça permet déjà de combattre les problèmes de collinéarité et de dimensionnalité. Ça veut dire si on a par exemple un domaine de dimensionnalité, ça veut dire les variables utilisées sont le nombre de variables utilisées peut être plus grand que le nombre de la population ou bien de la taille de la population. Et par exemple, en utilisant la méthode Lasso qui permet de rendre certains coefficients nuls, on peut combattre ce problème. Et aussi pour le modèle, aussi pour le problème de collinéarité. Ça, d'une part. D'autre part, les limitations sur les coefficients peuvent être un choix métier. Ça veut dire les bancaires ou bien les gens travaillant sur le domaine financier peuvent imposer des conditions. Par exemple, ils peuvent imposer qu'une certaine variable ne peut pas être trop déterminante pour la variable dépendante. Voilà, donc merci, c'est toujours intéressant de voir de la modélisation. Des paramètres. C'est ça, c'est beaucoup plus une normalisation. Oui, certainement. Donc, faites attention, seulement il y a ces deux pénalisations et il y en a une qui est différenciable et l'autre qui n'est pas différenciable. Et donc les algorithmes vont pas être les mêmes. Hein. Donc, parce que la valeur absolue présente une difficulté. Par contre, le lambda au carré ne présente pas de difficulté. Donc, très bien, merci. Donc, s'il y a d'autres questions, donc c'est juste pour animer. Hein, donc. Oui, il y a des questions normales. Oui. Allez-y, allez-y. Donc, merci tous les intervenants qui ont également M. Souheil sur la qualité de sa présentation. J'ai juste une question sur les conditions d'application des algorithmes du machine learning. On sait très bien dans les modèles statistiques, pour chaque modèle, les conditions d'application, c'est-à-dire la normalité, l'élasticité, ainsi de suite. Donc, en machine learning, il y a ces conditions d'application de ces algorithmes. Ça, c'est ma première question.
Question, est-ce que les algorithmes du machine learning sont sensibles à la taille d'échantillon? C'est-à-dire, si vous avez une taille d'échantillon, par exemple, de moins de 30, parfois il y a des cas où on doit utiliser les algorithmes du machine learning pour des petits échantillons. Est-ce que ça ne touche pas la qualité de prédiction de ces modèles? Très bien. Alors, pour votre première question, bah, effectivement, pour l'utilisation, par exemple, du modèle de régression, ça nécessite surtout pour l'utilisation d'une méthode de minimisation des moindres carrés ordinaires, ça nécessite certaines conditions comme l'homocystacité. Mais même au sein de la régression, il y a des méthodes pour contourner ces problématiques par la méthode des moindres carrés généralisés qui ne nécessite pas l'homocystacité. Et aussi, il y a d'autres méthodes de machine learning comme les forêts aléatoires qui ne nécessitent pas vraiment de conditions préalables sur les variables. Comme je vous ai dit, les splits et les décisions sur les nœuds peuvent se faire que ce soit la variable qualitative ou bien quantitative. Donc, ça donne plus d'espace d'utilisation de ces algorithmes. Pour la taille de la population à utiliser, effectivement, pour une bonne prédiction, surtout sur tout ce qui est régression, et ça nécessite une taille assez importante, d'autant plus que la taille est plus importante, d'autant plus que la qualité prédictive elle est meilleure. Surtout lorsqu'on a recours, par exemple, pour certains modèles de machine learning, à faire une population test et une population de validation, ça nécessite un grand échantillon. Mais pour des problèmes, par exemple, où il y a seulement, par exemple, 30 observations ou bien 40 observations, on pourra toujours avoir recours au niveau basique de certains algorithmes. Par exemple, pour les forêts aléatoires, on peut avoir recours aux arbres aléatoires pour des problématiques où il n'y a pas une grande population ou, par exemple, où il n'y a pas un grand nombre de variables. Donc, ma troisième question, si vous me permettez, dans les modèles classiques, on peut avoir l'intervalle. Si je fais une régression linéaire, je peux avoir un intervalle de confiance pour chaque coefficient calculé. Mais en machine, dans les algorithmes learning, est-ce qu'on peut avoir cet intervalle de confiance? C'est-à-dire, si je demande on a besoin de savoir si effectivement si telle ou telle variable a un impact sur la variable dépendante. Il faut aller les coefficients scientifiques donnent un intervalle de confiance pour juger à quelle confiance on peut donner à ce coefficient. En machine learning, je ne sais pas trop dans ce domaine, mais je veux savoir si c'est possible d'avoir cette information. Oui, bien sûr. Pour les modèles, surtout pour l'utilisation de la régression, des modèles de régression de machine learning, les sorties ont effectivement une estimation des coefficients ainsi qu'un intervalle de confiance et si la variable est à retenir ou pas selon un seuil à choisir. Donc, les sorties de ces algorithmes donnent toutes ces informations. Donc, très bien. Pour les interactions entre les variables, s'ils sont intégrés dans le modèle, est-ce que par exemple en régression linéaire, parfois on intègre les interactions entre variables indépendantes. Parfois on élève au carré pour problème de non-linéarité, ainsi de suite. On dit de machine learning, je ne sais pas si ça compte des interactions entre les variables pour faire des régressions. Bien sûr, déjà avant d'utiliser un modèle ou bien choisir un modèle, il faut faire des statistiques descriptives sur les variables pour voir comment les variables interagissent les unes avec les autres. Mais on peut faire toutes les transformations possibles, soit la normalisation soit utiliser des variables qui sont centrées réduites, soit élever des variables au carré pour avoir une meilleure qualité prédictive. Tous ces changements sont possibles au sein des modèles. Donc là, pour un petit peu compléter la réponse, le machine learning, c'est un ensemble d'outils, pas seulement. Donc, ça ne s'utilise pas
d'une manière, rien n'est suffisant. D'accord? Donc, il y a d'ailleurs, on parle beaucoup de data mining ou de big data. Il y a beaucoup d'outils qui préparent les données. Donc, il faut faire du pré-processing pour un petit peu vérifier la qualité des données, leur disponibilité, le fait qu'ils sont équilibrés, etc. Parce qu'un réseau de neurones, finalement, il va représenter une fonction. On a une fonction qu'on cherche. Et lui, il va donc. Mais les données, il faut les traiter avant avec d'autres outils, l'ACP ou une régression ou une analyse. Donc, il faut analyser les données, faire un pré-traitement des données. Et après, et bien sûr, le pré-traitement, ça peut aussi utiliser certains types de réseaux de neurones. Après, on passe donc à d'autres niveaux de traitement des données ou de création de modèles prédictifs. Il y a aussi autre chose, c'est que il y a des hyperparamètres, d'ailleurs, si Hassan a parlé de lambda, et là aussi, c'est un autre niveau c'est pas le même algorithme. L'algorithme qui va nous permettre de faire du tuning ou de l'ajustement des hyperparamètres, on le fait avant, et après, on passe à un autre algorithme de machine learning. Et ce qui serait intéressant, on va essayer de le faire, c'est de présenter d'essayer de faire une présentation un petit peu théorique de ce que font les réseaux de neurones. C'est une présentation qui touche un petit peu à ça. En particulier, faire la comparaison entre ce qu'on faisait avant avec les méthodes de régression et ce que font les réseaux de neurones. C'est quoi un réseau de neurones? Qu'est-ce qu'il fait? Quels sont les fondements du réseau de neurones? Parce que c'est nouveau, on a besoin d'une certaine culture par rapport à tout ça. C'est Hassan. Oui, c'est Jawad. Je suis à l'école. Il y a une question? Est-ce qu'il y a une autre question? Parce que je vois des mains levées. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui… Allez-y. Yes, I have a question, please. Oui. Concernant les modèles de panel. Quel est un problème de son? On n'arrive pas à entendre correctement la question. Pardon? Oui, ok. Allez-y. Donc, pour les modèles, vous m'entendez bien? Oui. Pour les modèles de panel, est-ce qu'il y a un équivalent de ces algorithmes en machine? Un modèle de panel, on utilise beaucoup en économie lorsqu'on a des observations qui sont en temps, c'est-à-dire prises qui ont une variable dépendante observée pendant une période T. Oui. En machine learning, il y a un problème d'écho. Qu'il y a un problème d'écho ou qu'il y a autre chose. Je pense d'abord avec Souhail, peut-être que tout ce qui concerne surtout les réseaux de neurones, et il est en train, il l'a dit vers la fin de sa présentation, il est en train de découvrir un petit peu ce qui se passe. Donc les réponses, je pense, sauf bien sûr, il peut toujours intervenir. Peut-être qu'on est à la découverte aujourd'hui de ce qui se fait dans les réseaux de neurones et leur place un petit peu dans ces problématiques de gestion financière. Donc ça va venir peut-être, ça va venir avec le temps. Donc ce qui serait intéressant, c'est de nous envoyer le genre de questions, puisqu'on est au début. Surtout les doctorants, ils sont au début. Et ils travaillent dessus, ou ils répondent. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il a présenté, ce n'est pas les réseaux de neurones, d'accord, dans la gestion du risque de crédit, mais un peu les méthodes classiques. Oui. I have a question, please. Il y a d'autres questions. Donc, j'ai une question. Oui, tfaddal. OK. So my question is aligned with your presentation. It's about Forex. Oui. In Forex, we have three types of analysis: fundamental and technical and sentiment. I already saw an algorithm of classification of a lot of points of curves recognition, we can say.
but there's still a lot of errors, because they are just technical. So, like example, what happened in the world in coronavirus, the forex is blowing up. So my question is how we can handle or deal with machine learning in forex in all times, when the world is going normally or when there is a disaster or something wrong. So the machine learning on statistics, it will never work. But I think we have to include machine learning in our connection with the world. So it will be great if you have an idea about that. Est-ce que vous avez une idée? I don't have much information about the variables used in the forex prediction, but I guess that since it's a domain that uses mainly a lot of data, a lot of entries, so it's a domain which has big data, so we can definitely use neural networks in forex. Yes, I agree with you. But we can use it in every day, in normal days. But I have a question with coronavirus. What we can use in coronavirus? There is a disaster. The forex is blowing up. The curves is not normal. So we should have algorithms that learn from what's happening in the world. So this is my question. Je vais donner un petit peu une petite réponse, mais normalement, j'avais dit qu'on pourra essayer de présenter un peu les bases théoriques des réseaux de neurones. En février, il y a une semaine, je pense, aux États-Unis, on est en train de présenter de nouveaux algorithmes en temps continu, c'est-à-dire qui s'alimentent en temps continu, qui n'apprennent pas d'un dataset qui existe déjà, mais en temps continu. Et donc, ça vient d'être présenté dans une grande conférence. Je pense que ça s'appelle Liquid Constant Time, quelque chose comme ça. Et il mélange tout ce qui est tout ce qui se fait dans les systèmes dynamiques, donc le temps continu. D'ailleurs, j'avais présenté un travail à un moment donné, donc il y a quelques temps. Et c'est un petit peu dans le même contexte. C'est transformer un réseau de neurones qui utilise des couches de neurones en un réseau de neurones qui est continu, c'est-à-dire qui est comme un solide. Et l'information, il circule dans le solide comme un système dynamique. Voilà, donc, et ce qui est intéressant, c'est que continuellement, il apprend. Donc, et puis, pour la COVID-19, les gens, bien sûr, ils ont proposé beaucoup de solutions, surtout les Allemands et les Polonais ensemble, parce qu'ils ont fait des recherches ensemble là-dessus. Et ils utilisent aussi de la connaissance, d'accord, de la connaissance, pas seulement le réseau de neurones auquel on donne des données. Et là, ils ont utilisé aussi un peu ce que j'avais présenté la dernière fois, les graphes de connaissances, parce qu'on a les gens, donc on est en train de voir naître une nouvelle science, qui est un peu l'intelligence artificielle, le deep learning, etc. Elle est en constante transformation. On peut pas porter un jugement sur ce qu'on a aujourd'hui entre les mains, parce qu'il évolue tout le temps. Et dans cette évolution, les gens aujourd'hui disent que parmi les grandes révolutions, c'est l'utilisation des graphes. Parce que les graphes, ce n'est pas des données, mais c'est des relations, c'est de la connaissance d'un certain domaine. Par exemple, la langue, si je parle de langue, c'est la conjugaison, la grammaire, etc. Donc, les graphes, ils encapsulent tout ça. Et d'ailleurs, dans les articles qui parlent de ça, on trouve toujours enhanced, c'est-à-dire un petit peu augmenté par les graphes, etc. Donc, le traitement de la langue par les réseaux de neurones, augmenté par le graphe. Le traitement du Covid, augmenté par un graphe aussi. Un graphe d'activité, de rassemblement humain, de démographie, etc. Donc,
il serait difficile aujourd'hui de juger le réseau de neurones, de dire que parfois ils sont insuffisants dans certains domaines parce qu'ils sont en perpétuel développement. Et les développements, comme je viens de dire, il y a des choses qui datent d'une semaine, de 2 semaines, d'un an, de 2 ans. Donc, on est dedans. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais ouvrir un réseau de neurones en temps réel, oui. D'ailleurs, c'est pas tout à fait nouveau parce que Google et les réseaux sociaux, ils utilisent les informations, nos informations tout le temps pour apprendre tout le temps, tout au long de leur existence. Quand je fais une recherche sur Google, l'algorithme apprend. Quand je fais une traduction sur Google Traduit ou Facebook, etc., le logiciel apprend. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est en temps réel. Non, c'est en temps réel et continue. Oui. Et continue. Donc, mais c'est un thème, mais c'est pour ça que j'avais dit, on va essayer, Inch'Allah, de présenter les bases théoriques de ce que c'est qu'un réseau de neurones. C'est-à-dire, finalement, c'est une approximation d'une fonction, certaines conditions, et voilà d'accord. Comment on comprend bien c'est quoi un espace vectoriel, les bases, etc. Ou bien une fonction générale. Donc, on doit s'attaquer à ces fondements théoriques des réseaux de neurones. Et on comprendra à partir de là les possibilités, le potentiel de développement. Merci. Thank you. Est-ce qu'il y a des questions ou bien donc on va s'arrêter là, si Jawad, non? Je pense s'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions, donc on s'arrête là. Bien sûr, les questions, elles restent pour la prochaine fois, pour les fois suivantes. Il y a beaucoup de choses. Et aussi, qu'il y a autre chose, c'est qu'on demande à tous les doctorants, Hassan, de se proposer pour présenter quelque chose. Si vous avez, soit que vous avez quelque chose à présenter ou une problématique à exposer. Pourquoi pas. D'accord? Comme ça, on prépare. D'après les questions qui ont été posées, mais les autres aussi, ils peuvent aller faire des recherches, faire des comparaisons. Jawad, oui, c'est ça. Il y a possibilité à ce que les étudiants partagent le résumé ou bien les étapes de leur exposé à chaque fois qu'ils ont déjà passé, déjà exposé. Ah oui, مع سهيل ومع exactement. Oui, déjà il est sur YouTube, je vais vous envoyer le lien. Donc j'enregistre. Voilà, exactement. Alors vous pouvez les revoir, bien sûr. Bien sûr, là ça va être enregistré et partagé. Tous les étudiants donc ce lien pour qu'ils puissent donc regarder à proposer donc les exposés. Voilà. Tous les exposés vont être enregistrés et envoyés, ou les documents aussi vont vous être envoyés. Ça c'est bien, ça c'est bien. Parce que comme ça, on aura des bonnes questions après par la suite. Exactement, exactement. Donc, s'il n'y a pas de questions, je pense… S'il n'y a pas de questions, donc on s'arrête là. Merci à tout le monde pour la présence, pour les questions, pour les exposés. Donc, et à la prochaine, Inch'Allah. Merci, c'est Hassan. C'est Omari. Merci. Barakallahu fikum. Merci. Merci à vous.